Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Merci de nous rejoindre cette semaine pour l'interview d'Enguerrand Marc, cofondateur des Animaux Bars et tout ce que ça implique. 3 adresses, une activité événementielle spécialisée sur le monde du bar, du conseil, des cocktails en bouteille et une marque de gin. Oui, vous l'avez compris, on ne va pas s'ennuyer. Je suis donc très heureuse de donner la parole à ce groupe qui, je le sais particulièrement bien, vous aspire beaucoup. J'ai donc fait de mon mieux pour tout savoir, le concept, les valeurs, leur développement, les bonnes pratiques, leur diversification, leurs activités événementielles, leur structure, en un temps record. Heureusement, vous pourrez l'écouter encore et encore et encore si besoin. Ça, c'est la magie du podcast. Comment est-ce qu'un bar à cocktail de quartier devient les Animaux Bars? C'est tout de suite sur EventCheck avec Enguerrand. Bonne écoute! Bonjour Enguerrand et bienvenue sur EventCheck. Alors comment vas-tu après plusieurs mois de reprise de tes petits bars? Eh ben écoute, franchement on est assez content de cette reprise. On est assez content, ça fait plaisir de retrouver nos clients dans les bars, de recevoir des petites demandes d'événementiel, des grosses demandes d'événementiel, de voir que les bouteilles cocktails continuent à se développer. De voir qu'on n'a pas perdu nos relations, que ce soit professionnelles ou même personnelles, et de voir surtout qu'on peut ressortir, boire des verres, dîner au resto. Donc non, tout va bien. Très très content de cette reprise et de cette rentrée. Eh ben, moi aussi, je suis très heureuse de te recevoir. Alors déjà parce que vous êtes un peu des stars dans le milieu des bars et de la mixologie. Si. Non. Tu n'es pas de mon côté. Moi, j'entends beaucoup parler de vous. Et alors, en plus, on a le même âge. Et j'ai entendu plusieurs fois dire, et tu l'as dit aussi, que tu étais très festif et moi aussi. Donc, je pense qu'on va avoir un petit épisode incroyable. En effet. Ça, donc reste avec nous. Ça va être rigolo. Alors toi, tu es le cofondateur d'Animaux Bars. Alors contrairement au nom d'Animaux Bars, il n'y a pas que des bars, mais tu vas tout nous expliquer. Exactement. Mais avant, on va en savoir un petit peu plus sur toi, parce que tu as quand même un parcours original. Donc toi, tu commences dans le journalisme chez M6 et très vite, parce que tu as 23 ans, quand tu ouvres avec Victor, ton associé, votre premier bar, l'Ours. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce virage? Exactement. Alors, j'ai 24 ans pour être très exactement. 24 ans. Pour être très exact, j'ai 24 ans. Et en fait, moi, je viens d'Avignon. J'ai fait toutes mes études à Avignon. Ma famille est basée à Avignon. Et puis, j'avais envie de faire des études supérieures de journalisme. Et donc, je me suis retrouvé à Paris à faire mes études. Pendant que je faisais mes études, j'avais besoin de me faire un peu de sous, donc je bossais dans un bar de copains qui s'appelait le Kitsch Bar, qui était dans le 11e. J'ai terminé mes études. D'ailleurs, j'ai été journaliste pendant environ 2 ans chez M6 au sein de la rédaction que j'embrasse, du 12-45 et du 19-45.
Et en fait, au bout de 2 ans, les gens pour qui je bossais quand j'étais étudiant au Kitsch Bar avaient un deuxième bar qui était dans le 10e, qui s'appelait le Vino Loco, qui était un petit bar à vin qui avait rien à voir avec le futur Ours. Et ils nous ont dit, bah voilà, on s'en sépare. Au même moment, mon besta d'enfance, Victor Grégoire, qui est devenu par la suite mon associé, lui revenait de Londres. Lui, il a plutôt un parcours palace. Quand je dis palace, c'est qu'il vient de l'hôtellerie de luxe. Lui, il revenait de Londres. On peut aller en palace, hein, vous pouvez aller voir son LinkedIn, vous allez comprendre. Exactement, Victor Grégoire, il a travaillé dans des beaux hôtels, dans une belle chaîne qui s'appelle Four Seasons. Plutôt côté hôtellerie. Plutôt côté hôtellerie, en effet. Ouais, plutôt côté hôtellerie. Et en fait, Victor revenait de Londres. Et voilà, avec Victor, ça faisait un moment qu'on en parlait quand on était jeune. Quand on était plus jeune, de se dire bon bah voilà, viens on monte un bar ensemble. Et puis là, c'est un peu l'occasion qui a fait que et du coup Jean-Charles Bravo et Jean Navarre, qui étaient propriétaires du Vino Loco, nous ont dit on s'en sépare. Avec Victor, on est allé le visiter en juin 2013 et on l'a ouvert en novembre 2013 de la même année, tous les deux. Donc voilà, moi je passais le plus fier de mon temps au bar avec Victor à faire des cocktails 6 jours sur 7, de 17h à l'époque, c'était pas 18h, de 17h à 2h du matin. Et ça a toujours été un bar. Ça a toujours été. Non, ouais. Alors, ce qui était bien, c'est que, quand on s'est associé avec Victor, c'est vrai que c'est toujours délicat de s'associer quand t'es meilleur pote ou que t'es pote d'enfance. Oui, il y en a qui disent que c'est risqué. Ouais, c'est risqué. Forcément que c'est risqué parce que il y a des caractères qui se dessinent au fur et à mesure du temps et que on sait jamais comment ça va se passer. Alors Victor et moi, on est très proches hors du travail aussi. On s'entend extrêmement bien et c'est ça aussi. On s'est toujours dit notre amitié avant tout. Alors forcément, ça se passe bien, le bar marche, donc entre nous, ça se passait très bien, et puis ça a toujours été comme ça depuis qu'on a ouvert, donc il faut que ça dure. Mais c'est vrai qu'on a un côté où on privilégie l'humain entre nous plutôt que le reste. Le business. Mais quand je disais ça a toujours été un bar, c'est-à-dire dans votre tête, quand vous vous disiez un jour on ouvrira peut-être un truc ensemble, que vous refaisiez le monde, j'imagine, vous êtes toujours parti sur cette idée de bar, c'était faire un truc ensemble. Non, c'était plus de bar que de la restauration. La restauration, nous, moi je l'ai déjà dit dans un autre podcast chez mon copain Matt Stéphanie. J'admire les restaurateurs. J'ai vraiment, parce que c'est un travail de dingue, parce que ça demande une rigueur de dingue, parce que c'est des horaires de dingue, parce que j'adore y aller, mais faire leur boulot, c'est-à-dire faire le service du midi, le service du soir, enchaîner les coupures. C'est franchement, j'admire. Et nous, non pas qu'on était feignants, pas du tout, mais on était plus attirés par le milieu du cocktail, du bar, de la nuit, de la pré-nuit entre guillemets. Et c'est devenu une passion, les cocktails, quand tu travaillais en job étudiant. Alors en fait, c'est devenu une passion. Après, à côté de ça, c'était vraiment si tu attends, bouge pas, je vais juste couper un petit truc, clac, hop là. Tu t'embêtes. Non, ouais, j'avais des petits bruits, j'avais des petites notifications qui arrivaient dans mes oreilles. Les cocktails, on disait. Les cocktails, ouais, c'était avec Victor quand on a monté l'Ours. L'idée, c'était vraiment de monter un lieu qui nous ressemble. Et on voulait un lieu de rencontre. Encore une fois, je te le dis, on est assez humain. Dans l'idée, c'était vraiment rencontrer des gens, échanger. Et en effet, ça s'est passé autour du cocktail parce qu'on aimait ça, parce que c'était vraiment un point d'accroche et quelque chose qui nous plaisait. Au début, ça a été forcément de la découverte parce que moi, j'ai appris sur le tas. Mais comme je le dis souvent, avec Victor, on est un peu des éponges. Donc, quand il y a un domaine de compétences qui nous plaît,
Ça passe par des lectures, ça passe par de l'apprentissage, ça passe par des tutos, ça passe par des essais, beaucoup d'essais, ça passe par des tests, ça passe par plein de choses. Mais voilà, au final, oui, non, c'était vraiment un domaine qui nous intéressait énormément. Et du coup, à cette époque-là, vous, quand vous ouvrez l'Ours, est-ce qu'il y a des bars qui vous inspirent, ou des groupes de bars, ou des personnes? Est-ce que vous avez déjà des modèles? Nous, à l'époque où on ouvre l'Ours, il n'y avait pas, il y avait des bars à cocktails, mais il n'y en avait pas non plus tant que ça. Mais il y avait forcément, bien sûr, l'Experimental Cocktail Club, qui était là. Mais bon, pour nous, on était, on est toujours d'ailleurs, à milieu de ce qu'ils font, et c'était pas vraiment comment dire, notre ADN, tu vois. C'est-à-dire on aime beaucoup ce qu'ils font, et on y va souvent d'ailleurs, notamment à l'hôtel Grand Boulevard et au Chèvre. Oui. Avec qui on travaille, donc on les salue chaleureusement. Nous on adore ce qu'ils font, mais en fait, tu sais, on vient du sud de la France avec Victor, et quand on est arrivé à Paris, on a trouvé que l'accueil client était un peu différent, tu vois. On avait un peu ce côté Marcel Pagnol dans la tête, nous, et c'est vrai que quand on est arrivé à Paris et qu'on s'installait à une terrasse de café et qu'on nous donne notre café ou notre verre sans un bonjour, un sourire, un merci, c'est vrai que ça nous avait mis un petit coup. Alors après, bien sûr, je généralise pas du tout, parce qu'il y a des gens qui font ça super bien, mais c'est vrai que ça avait été un peu rude de recevoir ça, et donc on voulait un peu, si tu veux, mettre l'accent énormément sur le service, et dans un second temps offrir des cocktails vraiment abordables à tous, et c'est en ça un peu qu'on s'est démarqué, c'est-à-dire qu'on a une image de marque qui est quand même bien moins pointue, pas bien moins mais moins pointue que les gens par exemple de l'Expé, mais on a peut-être une image de marque plus ouverte et plus conviviale, on va dire. Conviviale, je voulais pas dire exactement. Un peu plus soutenu, mais c'est normal, ils sont exactement, sur une gamme mais différente. c'est normal, et comme je te dis, moi que ce soit l'Expé, et il en faut pour tout le monde. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que moi je me retrouve vachement aujourd'hui dans ce qu'ils font, tu vois. J'adore ce qu'ils font, et oui, c'est ce que j'allais dire. Ça venait peut-être aussi parce que je me souviens aussi moi de mon âge, ce que je recherchais à l'âge où vous avez ouvert. Moi, j'ai toujours aimé les cocktails, mais c'est vrai que c'était un budget, quoi. C'était un budget. Non, mais c'est exactement ça c'était exactement ça. On voulait dénoter là-dedans. C'était un budget. Et je me rappelle que quand on allait, que ce soit au Harry's ou dans d'autres bars, on n'avait pas forcément les moyens de se prendre 2-3 cocktails. Alors que nous, les gens arrivaient chez nous, c'était 6 balles en happy hour. C'est parti. C'était pas, je te confirme, il y a eu des soirées, c'était parti, quoi. Et c'est le concept de l'Ours. En fait, la base, c'est ça. C'est exactement le service qui est attentionné, convivial, etc., mais attentionné, chaleureux. Ouais, exactement. Et abordable. On peut y aller. Exactement. L'idée, c'était de faire des cocktails hyper abordables en prix, même, de plein de manières. Tu vois, on définit le truc un peu comme notre phrase, c'est souvent cocktail détente. Tu vois, on voulait casser les codes du speakeasy, donc tous nos bars, c'est des grandes baies vitrées, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment. On fait l'inverse. Exactement. Et donc du coup, ouais, non, on était vraiment dans cet esprit-là, quoi. Donc le concept apparemment vous vient assez facilement. Le cocktail, tu avais pratiqué un petit peu, tu aimais ça. Peut-être que Victor aussi. Du coup, les idées étaient assez claires aussi, j'imagine. Mais côté opérationnel, parce que alors, toi, tu viens, t'as fait des extras, mais t'as pas géré un bar au quotidien, ou alors je sais pas quelle liberté t'as laissé le kitsch. Et j'imagine que Victor, venant de ce côté très hôtelier, côté hébergement, etc., pareil, le F&B, c'était peut-être pas forcément ça. Voilà. Alors Victor, en fait, on apprend, mais je pense comme
beaucoup du métier, quoi. On a tous appris plus ou moins sur le tas ce genre de choses de gestion. Alors après, forcément, Victor, lui, il a fait des études d'hôtellerie. Moi, j'avais plus une gestion opérationnelle dans le sens où, en effet, quand j'étais derrière le bar, dans le 11e, si tu veux, j'avais tout ce côté ouverture, fermeture de caisse, entre guillemets, gestion des stocks, même si c'était des très petits stocks parce que le bar était minus. Et puis après, bon, bah voilà, comme je te dis, on apprend sur le tas, hein. On a fait des conneries, on a fait des trucs où on a vraiment découvert le métier au fur et à mesure. Et puis voilà, nous, notre première année, tu vois, par exemple, on n'a signé aucun contrat avec aucune marque d'alcool pour voir à peu près les volumes qu'on faisait, alors que les marques d'alcool venaient nous voir en nous disant, bah voilà, nous on peut vous proposer ça, ou nous on peut vous proposer telle offre, et on voulait pas parce que on voulait pas se maquer et avoir dès le départ un contrat. Et puis ça nous parlait pas au début, hein, je vais être très franc, ça nous parlait pas, on n'avait pas tout ce langage bar, ça nous parlait pas d'avoir des contrats avec des marques d'alcool. Ça, c'est un conseil que tu donnerais à des amis qui ouvriraient un bar aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui vous ont aidé, ou des conseils qui vous ont aidé, ou avec le recul, vous dites, si on avait su ça, bon, on aurait gagné un peu de temps? Moi, je suis partisan de toujours essayer de prendre les avis des gens qui, tu vois, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, voilà, j'aimerais ouvrir mon bar et tout, ouvrir mon resto. Je leur conseille souvent d'aller bosser dans un des restos ou un des bars qu'ils aiment bien, et puis se faire une idée déjà de ce qu'est le métier, parce que aujourd'hui, oui, peut-être que on a plusieurs bars à cocktails, que on fait de l'événementiel, du consulting, on a réussi à se diversifier et tout ça, mais de un, rien n'est gagné, et puis de deux, on a quand même et on continue à bosser quand même de manière importante, tu vois. Donc la restauration, et la restauration encore plus, mais le domaine de l'hôtellerie, restauration et bar, c'est des domaines où tu bosses. Enfin, c'est des domaines. Ouais, c'est prenant. C'est prenant. Ouais, c'est prenant. Bah, tu le connais, hein. Tu le sais. Je vais pas te l'apprendre. Mais faut aimer ça. Mais ouais, faut aimer ça. Faut aimer ça. Tu vois, on bossait 6 soirs sur 7 non-stop, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, t'as des gens qui disent, ah bah je vais ouvrir mon truc, mais qui n'ont jamais bossé dans le milieu, ça peut vite. Mais en tout cas, c'est un conseil que je sais pas s'ils sont bien entourés, bien épaulés, et que ils étudient par exemple certains contrats avec des gens qui ont déjà un bar ou deux. Non, ouais, pourquoi pas. Okay. Donc ça, c'était un peu. Mais vous, votre façon de fonctionner, ça a été un petit peu de tout tester, de tout observer, et ensuite de prendre des décisions à long terme. À court terme, vous avez très clair. Oui, exactement. Alors, je t'ai entendu dire que vous aviez eu beaucoup de presse quand vous avez démarré l'Ours, et puis l'Ours a été un succès très rapide. Est-ce que ça vous a beaucoup aidé, et comment... Alors c'est rigolo parce que je viens de faire un épisode sur les RP, donc je me demandais, je me suis super. Un cas d'école. Comment toi tu as pu profiter de ton expérience un petit peu pour faire un petit dossier presse, l'envoyer à 2-3 contacts, et ça vous a aidé, ou comment ça s'est passé? Je vais te dire, Clémence, on a été complètement débordés. C'est-à-dire qu'on a ouvert l'Ours, mais vraiment, ça a été une très bonne surprise. Enfin, on n'y croyait même pas trop, si tu veux. C'est qu'on a ouvert l'Ours le vendredi. Il me semble que c'était vendredi 13 novembre, ou 12, je sais plus. Et j'avais, Victor et moi, avion, envoyé un message à chacun, ses frères, ses sœurs. Au global, il y avait peut-être 15 personnes dans la boucle. Ok. Et en fait, dès le premier soir, le bar était blindé. Ah ouais. Est-ce que il s'était fait passer le mot, je sais pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, pour avoir fait de l'opérationnel dans ce petit bar dans le 11e, je pensais que le bar se gérait à deux.
Et dès le premier soir, on avait un copain qui était là et qui nous a aidé à faire les pintes, aidé à ramasser les verres, parce qu'on a été débordés. Et dès ce premier soir, on n'a pas décollé, on a été 3 à l'ours plutôt que 2. Et en RP, pour être tout à fait franc, en fait, on n'en a pas fait. Ou entre guillemets, j'avais envoyé des messages, si tu veux, de façon professionnelle, quoi. C'était. Non, on n'avait pas pris de RP pro. Moi, j'avais envoyé de par les contacts que j'avais à des potes journalistes, mais si tu veux, moi, mes potes journalistes, ils étaient jeunes, ils n'étaient pas encore confirmés. Et puis quand tu poses un sujet en conf de rédaction, c'est pas forcément accepté parce que c'était un jeune journaliste et que bon, ouais, peut-être pas, ou peut-être qu'il veut faire un truc pour son pote. Donc voilà. Ça aurait été le cas. Ouais, ce qui aurait été le cas complètement. Non, ce qui a fait vraiment le succès et ce qui continue, et j'espère que ça continuera encore. Je touche du bois, tu vois, parce qu'il faut vraiment toujours rester focus sur ce qui se passe à droite à gauche et tout ça. Mais je pense qu'il a fait vraiment le succès et ce qui continue, c'est le pricing, quoi, le rapport qualité-prix. Et je dis un truc, moi parfois j'en suis. On a tellement la tête dans le guidon que tu réalises pas trop, mais c'est vrai que parfois, tu te poses au bar et tu demandes un cocktail et je trouve qu'on a un rapport qualité-prix qui est super cool, quoi, qui est cool à offrir aux Parisiens. Ouais. Et voilà, tu vois, quand on est arrivé à Paris avec des cocktails diffusée. Oui, la nouvelle s'est vite diffusée, tu vois. Il y avait, je me rappelle plus, je crois que c'est My Little Paris qui avait écrit des cocktails de Palace pour 6 €. Nous, on était là avec Victor, on se regardait en disant des cocktails de Palace, mais faut pas exagérer, tu vois. Tu vois, on était loin de ça, tu vois. C'était vraiment. Mais en même temps, oui, on essayait de faire on essayait à l'époque, et encore, je vais te dire quelque chose. Les cocktails que nous on faisait il y a 8 ans et aujourd'hui, il y a un gap qui est passé terrible. Heureusement d'ailleurs bien heureusement. Et puis non, mais c'est aussi. C'est très positif. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on propose des cocktails pour 7 €. Moi, je me dis, c'est trop cool qu'on puisse proposer ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça qui a fait le succès. On va en reparler un petit peu d'ailleurs de ça, mais je reviens sur cette partie un peu lancement, etc. parce que j'ai beaucoup de discussions en off, donc je profite avec les bars justement, je profite de tes connaissances. Est-ce que vous aviez un peu un plan sur le fait d'avoir une page Instagram, d'avoir un beau site, de faire une fiche Google My Business propre? Est-ce que tout ça c'était réfléchi ou c'est venu après? Non, c'est venu bien après. Je vais même te dire un truc, c'est qu'on n'avait pas d'argent, tout simplement. Donc, je me rappelle très bien que le site, c'est, et je l'embrasse, c'est Lisa Stourachi, une très bonne copine qui est designeuse et qui fait un peu de web design, et qui nous avait fait une page qui était hyper classique, hyper basique, avec le menu et point barre, quoi. Et je me rappelle qu'on n'avait pas de sous, et donc du coup on l'avait invité, elle et son amoureux, au restaurant, tu vois, et pour nous c'était déjà adorable qu'il nous ait fait le site, tu vois. Mais non, toute cette idée, aujourd'hui quand tu vas sur notre site, c'est vrai que c'est quand même ça n'a rien à voir avec quand on a monté l'Ours Bar. Ça a pris du temps, tout ça, toute cette mise en place de produits, quand je dis produits de marque. Ouais, de mise en place de plateforme de marque. En effet, ça a pris un peu de temps parce que on n'avait pas forcément les moyens, parce qu'au fur et à mesure, parce qu'aussi on est pris par le temps, parce que voilà. Et puis non, on a décidé de faire vraiment un site internet costaud, je dirais en 2017. D'accord. Donc c'est arrivé tard, hein, quand on a eu Renard. Ouais. Mais en même temps, alors quand tu dis costaud, je rassure nos barman. Vous n'avez pas besoin d'un site costaud pour un bar. On parle d'Animo Bar, ils ont plein d'activités, sur leur site ils présentent plein de choses. Voilà, c'est pas. Vous avez un bar, vous allez sur Wix, vous faites un joli petit site et c'est terminé. Et quand je dis costaud, c'est costaud à nos yeux, parce que nous c'était tellement quelque chose de nouveau, mais non, attention, hein, c'est pas.
Non, mais je veux les rassurer parce que... On n'a pas le site de la NASA. Mais voilà. C'est vrai que, en tout cas, si j'avais un conseil à donner à des gens qui ouvrent un bar, c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper simple. Une page Wix ou un petit site Wix, c'est fait extrêmement rapidement. Les templates sont bien. Et aujourd'hui, ça compte énormément. Ça compte vraiment énormément et c'est ce que j'allais te dire. Nous, on s'en rend compte et c'est vrai que ça, c'est un conseil que je donne. Nous, on a tardé à le faire et à regret. Voilà. Mais aussi parce que les temps ont changé. C'est-à-dire que oui. En 2013, à l'époque, à l'époque où vous ouvrez, mais combien de sites ont combien de bars ont un site? Enfin, c'est anecdotique à part certaines. Complètement. Voilà, certaines institutions, mais au-delà de ça, ça sert à rien, quoi. Donc, on se pose pas trop la question et le virage n'a pas été pris de la e-réputation. C'est vrai. Donc, ça fait donc, sens. Tu vois, tu me parles d'Insta. On a mis beaucoup de temps et encore, on est pas, tu vois, pour te dire, sur la com, c'est pas qu'on galère, mais on n'est pas très structuré. Et justement, on va prendre quelqu'un à partir du mois de février pour être beaucoup plus structuré sur cet aspect com. Et qu'est-ce que vous allez faire alors? On va non, mais pour avoir quelqu'un, si tu veux, quand on a des événements, quelqu'un qui vienne prendre on cherche quelqu'un qui soit assez polyvalent, qui vienne prendre des photos, faire des petites vidéos, même dans les bars, raconter, s'occuper vraiment de tous nos réseaux sociaux, parce que avec Victor, vous n'avez pas vraiment le temps. De un, on n'a pas le temps, et moi, à titre personnel, je suis un peu dépassé par tout ça. Je suis pas. C'est pas ta passion. Non, c'est pas ma passion. C'est pas mon. Je me retrouve pas trop là-dedans. Donc. Ce sera vraiment réseaux sociaux, ou est-ce que vous avez des idées aussi plus sur d'autres formats, des contenus, est-ce que vous utilisez votre base de données client? Est-ce que vous en faites quelque chose? Est-ce que alors on l'utilise, mais c'est oui, c'est pas assez. C'est j'ai pas trop envie non plus qu'on harcèle les gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu dis utiliser notre base de données client, c'est la base qu'on se fait quand les gens réservent et tout ça. Oui, tout à fait. Oui, non, j'ai pas envie qu'on, si tu veux, qu'on comment dire, que ça devienne un peu du harcèlement entre guillemets, tu vois, que tu te retrouves avec toutes les semaines un texto ou alors faut doser, hein. Faut doser. Donc si on l'utilise, je dirais 3 fois par an, tu vois, cette base de données pour envoyer un petit truc ou une petite piqûre de rappel. Mais sinon, on essaie de se développer. Enfin, tu vois, par exemple, on a le directeur événementiel chez nous, Lucas, et le chef barman de l'Ours, qui ont monté une petite chaîne YouTube qui s'appelle 135 millilitres, que je vous conseille d'être suivi. 135 millilitres, je le mettrai en lien. Voilà. Et ils font des tutos cocktails qui sont top, tu vois. Donc voilà, non, enfin, ça c'est de leur initiative, mais quelque part ça rayonne un peu aussi sur Animobar. Bien sûr. Oui, c'est ce que je demandais quand je disais, est-ce que vous avez des idées de format, déjà essayer d'être comment dire, le plus régulier et constant en effet, et le plus rigoureux sur c'est très dur et c'est pour ça qu'on va sûrement, on va prendre quelqu'un à partir du mois de février. Et est-ce que j'ai une autre question, parce que moi c'est quelque chose que je dis souvent, mais je voudrais ton avis parce que vous avez quand même une jolie réputation de marque, image de marque, etc. Et puis on va parler aussi du fait que vous conseillez sur ça, donc vous avez un peu de recul. Moi, je dis souvent au bar, donc faites le petit site Wix, et tu étais d'accord avec moi, mais surtout, je leur dis, ne mettez pas d'argent dans un site très compliqué, mettez-le dans vos photos, dans la vidéo, et créez des supports. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je trouve que les jeunes générations là qui ouvrent ont parfois plus ce réflexe, mais c'est encore un peu... Non, et puis ce que les gens veulent aussi, c'est voir comment ça se passe. Celui qui réussit bien ça, c'est le mec d'Olibelli. C'est les gens veulent voir
veulent voir comment ça se passe en fait. Ils veulent voir entre guillemets, ils veulent de la transparence. Et là, ils le réussissent vachement. C'est ils veulent savoir un peu comment ça se passe. Donc tu vois, nous si on prenait quelqu'un à la com, c'est pourquoi pas qu'elle aille montrer quand Greg au renard il fait un sirop ou quand tu vois avoir ce côté un peu behind the scene et humain aussi. Tu vois, on se rend compte que nous on a posté des très belles photos, on poste des très belles photos de cocktails, mais que tu vois les photos d'équipe, les photos où il y a du monde, bah ça parle toujours plus. Les gens se retrouvent quoi, et puis retrouvent l'ambiance. Il y a une nature morte de. Ouais voilà, un cocktail aussi beau qu'il soit, enfin tu vois, t'as pas ce côté émotionnel comme tu dis que tu peux percevoir. Donc. Mais ça, c'est quelque chose aussi, c'est des discussions que j'ai très régulièrement où j'explique beaucoup au bar que leur force, c'est leurs équipes. Parce qu'on crée des liens, les barman, c'est les copains de soirée, mais c'est aussi ceux parfois qui on se confie. Et enfin, en fait, il y a vraiment une relation très très forte avec les équipes d'un bar, entre les clients, et on les voit jamais. Souvent dans les communications, ils sont souvent complètement pas mis en lumière quoi, ils sont pas là. Ouais, et c'est dommage, et moi je trouve ça dommage. Et en plus, il y a des personnalités, il y a vraiment des gens dans le monde des bars avec des parcours complètement incroyables, avec des personnalités très fortes qui crée tout de suite même à travers une plateforme comme Instagram ou Facebook ou peu importe ce que vous aimez, sur quoi vous voulez communiquer, tout de suite ça accroche. On se dit oh là là, moi j'ai trop envie de rencontrer Charles. Non, et puis même tu vois, c'est aussi je sais pas, c'est aussi ça fait partie aussi du bar, tu vois. Ça fait partie de l'univers quoi, surtout quoi. Parce que sans ces personnes-là, c'est pas le. Utiliser le mot rencontre, donc forcément ça crée l'atmosphère. Tu as dit un truc qui était marrant dans une autre interview. Tu parles de l'hygiène de vie. Alors moi, tu vois, c'est quelque chose. Je sais que on est très très festif dans les bars, mais toi tu penses que le fait d'avoir eu Victor, qui était le gardien de votre hygiène de vie, ça a fait aussi le succès d'Animo Bar. Ça vous a permis de grandir sereinement. Ça aurait peut-être été plus décousu. Qu'est-ce que Bon, alors déjà, j'ai quand même, je suis pas un dieu de l'hygiène de vie. Hein. On n'est pas des moines. Oui. Vous êtes. Mais oui, non, ça a été important d'avoir quelqu'un qui. Un garde-fou. Quelque part un peu un garde-fou. Et je l'ai déjà dit et je le dis souvent, mais je le remercie parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt du genre à aller à faire. Quand je fais la teuf, je la fais pas à moitié, et c'est vrai que très rapidement, quand tu évolues dans ce milieu, tu te couches tous les soirs, il est assez tard, et si quelque part d'un autre côté, tu t'imposes pas des règles de vie, tu peux vite exploser, ou tu peux vite te retrouver de l'autre côté du miroir, quoi. Donc non, c'est vrai que non, mais c'est hyper important, et tu vois, c'est ce qui fait la différence, je trouve. C'est ce qui fait la différence sur pas mal de points, quoi. Sur les gens qui sont bien dans leur bottes, bien dans leur basket. C'est tu peux en fait, vu que c'est un métier de la nuit, que c'est un métier festif, que c'est un métier cool. Enfin, c'est ce qu'on se dit, hein. C'est l'image de. On se dit à côté de ça. On peut tout se permettre, alors qu'en vrai, si on le prend comme un métier, et c'est ce qu'il est, un métier dur, c'est un métier qui est dur si l'établissement fonctionne, et que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel. C'est un métier de sérieux aussi. C'est un métier exactement de sérieux, donc si tu t'imposes pas d'un certain côté un cadre et des limites, oui, ça va pas durer, quoi. C'est mon avis, et en tout cas je pense que c'est ce qu'il faut dire aux gens qui ouvrent des établissements. Je trouvais ça bien aussi de le souligner, parce que moi j'ai aussi des conversations
off avec certains barman qui sont devenus des propriétaires et qui m'ont aussi dit, moi, le jour où j'ai arrêté de picoler pendant les services, ça, c'est la base. Tout a changé. Parce que j'avais le temps de me consacrer à d'autres choses, à réfléchir, à avancer, à me former. Et puis aujourd'hui, être propriétaire d'un, deux, trois. Et voilà, je sais que c'est pas des discussions qui apparaissent souvent dans des podcasts comme ça, donc je me dis c'est bien aussi de dire il n'y a pas de secret. En fait, oui. Si vous donnez pas les moyens, c'est compliqué d'avoir du temps, de l'énergie, de la bande passante à développer des choses. Exactement. On a parlé de la qualité du service, on a parlé du fait de proposer de la qualité de produits à un prix abordable. Je mettrai en lien aussi le podcast avec Génération Do It Yourself parce que tu expliques pas mal de choses plus business. Et moi, je vais pas tout détailler ici, sinon on va pas parler d'autres choses. Je le mettrai en lien. Vous pourrez l'écouter. Si vous voulez le côté très business, voilà, ça vous apportera beaucoup de réponses. Il y a aussi, je voulais juste souligner aussi que dans le concept, alors je sais pas si c'était tout de suite avec l'ours bar, mais aujourd'hui sur les animaux bars, il y a la partie décoration et design du bar qui est quand même importante. Tu veux dire des jolis bars, c'est pas à l'arrache. Non, en fait, soit agréable. En fait, dès le départ, on avait, je pense que comme tout le monde, hein, quand tout le monde ouvre un lieu, il veut qu'il lui ressemble, il veut qu'il soit le plus beau possible. Et nous, l'Ours Bar, on a été, quand on a ouvert l'Ours, on a été très bien entouré d'un point de vue graphique par une illustratrice qui s'appelle Marianne Ratier, qui est une amie et qui s'est occupée de nous faire un pattern qu'on a décliné en papier peint. Et donc le papier peint ours était né, et c'est vrai que ça a fait, j'ai pas envie de dire sensation, mais quand les gens entrent dans le bar et qu'ils voient un papier peint avec des ours qui boivent des cocktails dessinés au crayon de papier, ça a fait beaucoup de choses, en tout cas visuellement. Et puis à côté de ça, on avait demandé à un graphic designer de faire un logo avec un ours qui jongle avec un cocktail sur le nez. Donc c'est vrai qu'il y avait un univers graphique qui était là, et pour nous ça a toujours été important. Mais c'est vrai que tu vois, on réfléchit beaucoup par exemple, à toujours essayer de proposer des prestations dans nos bars quand je dis de qualité, c'est-à-dire que même sur les assises, sur tout ça, là, tu vois, en ce moment, on réfléchit à changer le mobilier de l'ours, parce que il faut jamais se laisser s'endormir. Et tu vois, même si ça fonctionne depuis 8 ans, je trouve peut-être le meilleur moyen de se laisser entre guillemets pas mourir, un peu, quoi. Ouais, s'en croûter un peu. Donc l'idée, c'est, tu vois, se dire, on va pas tout changer, parce que le bar il fonctionne très bien, mais on réfléchit, tu vois, à avoir des meilleures assises. Mais ça se fait au fur et à mesure du temps. Quand on a ouvert l'Ours, on n'avait pas les moyens de tout ça, de toute façon. On réfléchit à faire des banquettes sur mesure, mais c'est vrai on avait voulu, en tout cas, avoir un sens de la direction artistique assumé, et du coup ça s'est poursuivi. C'est aussi pour ceux qui ont un bar, qui veulent l'améliorer parce que peut-être il y a une perte de vitesse, ou ceux qui ouvrent, ou de réfléchir aussi à donner du sens entre ce que vous avez imaginé dans votre tête et comment vous allez le retranscrire. Les images peuvent être importantes, 2-3 détails de décoration peuvent faire un petit twist qui donne du sens et créer une atmosphère, et après, avec tout ce que vous allez apporter en termes de services, de produits, etc., il y a un ensemble qui fonctionne. C'est une recette, il y a toujours plusieurs ingrédients, quoi. En gros, c'est ce que je voulais souligner, parce que évidemment, on peut pas dépenser des milliers et des cents quand on démarre, ou quand on veut faire des changements aussi, parce que quand on est sur des pertes de vitesse, on n'a pas toujours des budgets démentiels. Mais voilà, il y a de la débrouille, des bonnes Exactement. idées, twists. Et je trouvais ça bien aussi que on en parle avec toi et qu'on le souligne. Donc, l'ours, et puis après, on a le renard qui arrive. Le renard, exactement. Et la loutre. Exactement, il y a le renard qui arrive en 2017.
Okay. Entre les deux, en fait, on n'a pas trouvé de deuxième bar tout de suite. Et donc du coup, tu m'entends? Oui. Ah. Très bien. Je sais pas pourquoi il y a Siri qui s'est excité sur mon ordi. On n'a pas trouvé de deuxième bar tout de suite, et donc du coup, on a lancé. En fait, on a plusieurs marques qui nous ont demandé de refaire des bars à cocktails pour leur soirée. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Donc, avant d'ouvrir d'autres bars, vous êtes avant d'ouvrir d'autres bars, dans des bars mobiles événementiels. Ouais. Alors, au début, c'était vraiment extrêmement amateur. C'est-à-dire qu'on avait, ouais, enfin. Je plaisante. Non, mais on n'était pas loin. On n'était pas loin, mais bon. Tu vois, on n'avait pas de rack à verre. Enfin, je me rappelle d'événements où on arrivait chez des beaux clients, en plus, tu vois, des belles maisons. On partait de là-bas avec Victor, on se regardait, on disait, mais putain, mais c'est honteux, quoi. On est vraiment, mais bon, après, ça, tu l'apprends, encore une fois, au fur et à mesure du temps, quoi. Et puis, t'as pas forcément les moyens et tout ça. Et puis, tu fais un événement, puis deux, puis tu regardes, puis voilà, puis tel traiteur, il vient avec ça, puis tiens, il faut que tu commandes ça, et puis voilà. Mais donc, entre les deux bars, on a commencé à monter ça. Et on l'a vraiment structuré en 2016 en commandant en effet des bars mobiles, modulables, transportables. Et l'idée, c'était vraiment de recréer un bar à cocktail qui claque sur n'importe quel événement. Donc voilà, ça c'est la partie événementielle, si tu veux, on en parlera un peu plus tard. Pour rester sur la partie bar, on a ouvert le Renard en 2017 et la Loutre en 2019. Et voilà, là on cherche activement deux autres. À Paris toujours? À Paris, ouais. Paris. À Paris. Alors, du coup, sur le Renard et la Loutre, j'ai vu que vous aviez là des espaces privatisables. J'ai vu que sur tous vos sites, on peut vous réserver. Absolument. Pour des groupes, hein, vous faites pas de réservation individuelle, ce qui est assez classique pour les bars. On prend les résas à partir de 12 personnes, en fait. Voilà, 8 à la Loutre, je crois. Voilà, c'est ça. C'est une part importante de votre activité, les groupes, les privatisations. Est-ce que c'était voulu d'avoir des espaces dédiés sur les autres bars? Ouais. En fait, ça a toujours été la réservation et la privatisation. En fait, on a toujours eu de la demande dès le début à l'Ours. On a eu de la demande, alors que c'est un petit bar. C'était pour nous, si tu veux, hyper important de pouvoir offrir à des groupes pour des anniversaires, des soirées ou ce que tu veux, un espace. Donc, tout ça a beaucoup évolué et on a vraiment trouvé la formule qui nous convenait, tu vois, je dirais en 2018, tu vois. Okay. Pourquoi ? Parce que en fait, on se trouvait face à d'un côté la réservation, de l'autre la privatisation. Déjà, la privatisation de tout le bar, on le fait jamais parce que on n'est pas fan de l'idée de se dire on veut rester des bars de quartier. On n'est pas fan de l'idée de se dire bon ben voilà, telle boîte a payé le bar, l'a privatisé, merci, au revoir, on peut pas y aller. Nous, on veut que tu as envie de boire une bière un lundi, un mardi, un mercredi ou quand tu veux, tu peux venir. Donc, on privatise des espaces dans nos bars, mais on ne privatise pas le bar en entier. Ça, c'est le premier point. Ou alors, on le privatise pour des tournages quand les bars sont fermés. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était d'arriver à centraliser toutes ces demandes de réservation. Tout ça, c'est aussi, comme je te dis, arrivé avec le temps, le fait d'avoir 3 bars. Tu te retrouves avec des problématiques où c'était un peu plus compliqué quand tu avais une résa à un bar que le chef barman de tel bar sache qu'il y ait de la dispo à la Loutre ou qu'il y ait de la dispo au Renard. Donc du coup, il nous fallait un peu un système pour uniformiser tout ça. Et aujourd'hui, donc on se retrouve avec d'un côté la réservation. Donc par exemple à l'Ours, il n'y a qu'un seul espace réservable. Au Renard, il y en a 4. Et à la Loutre, il y en a 2. Okay. À chaque fois, c'est minimum 10-12 personnes.
Voilà. D'accord. Et tu as une partie, donc là tu réserves, tu inscris, tu dis bah voilà, on va être 15, on arrivera à telle heure, point. Voilà, au moins tu as ta réservation, tu mets ton empreinte bancaire pour qu'on évite les no-shows, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de no-shows. Pour que, je le dis pour rassurer s'il y a des auditeurs qui veulent réserver chez nous en disant il faut mettre l'empreinte bancaire et tout. Alors plus le temps va, plus les gens sont à l'aise, mais non, ça va plutôt rassurer nos professionnels. Parce que j'en ai beaucoup qui me disent si on demande de la caution en ligne, les clients vont pas aimer et tout, et je leur dis non. Mais c'est vrai qu'on reçoit, on a reçu pas mal de demandes, et les gens sont un peu méfiants, mais en fait plus le temps va, c'est très anglo-saxon, plus le temps va, plus les gens le mettent sans problème. C'est quand même anecdotique et honnêtement, pour le coup, nous on n'a jamais débité, tu vois. Voilà, on le voit nous aussi parce que comme on travaille avec plusieurs établissements, on voit sur un volume important de réservations avec caution s'il y a des encaissements. S'il y a 0,01 encaissement par an, c'est le maximum. Ouais, c'est le maximum. Non, donc c'est clair. en fait, ça permet juste aux clients de connaître les règles du jeu. Par contre, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais je sais que un des conseils qu'on donne à nos utilisateurs, c'est de leur dire, les utilisateurs, ce sont les établissements. Attention, ce ne sont pas les clients qui réservent. Bien sûr. Utilisateurs, c'est les utilisateurs de Booking Check. C'est de dire, expliquez vos règles du jeu. À quel moment j'encaisse, pourquoi, combien, etc., etc. Mais c'est pas les gens dans le foire critique en leur prenant une formale. C'est exactement ce qu'on met, c'est-à-dire que. C'est quoi vos conditions d'ailleurs ? Vous fonctionnez comment ? Vous avez des minimums de conso ? Vous avez des. Non, nous pour la réservation, on a 0 minimum de conso. Par contre, pour la privatisation, donc la privatisation, elle ne s'applique qu'au renard ou à la loutre. Sur des espaces. Sur des espaces, donc la cave voûtée du renard, la cave voûtée de la loutre et la salle du fond du renard. Et là, cette privatisation, elle est payante, mais vu qu'on aime, elle est payante, mais en contrepartie, tu as un nombre de cocktails définis, des tapas, tu vois, c'est payant, mais c'est pas une privatisation sèche. Exactement. Okay. Et après, de toute façon, dès que tu as une demande de privatisation, ça passe par Frédéric. Et Frédéric est le directeur des opérations chez nous, qui s'occupe de également tout ce qui est réservation et privatisation des espaces. Et donc, les groupes, eux, ils posent une caution et après, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, exactement. Les groupes font une empreinte bancaire et après, ils viennent, ils font leur vie. Voilà. Et les privatisations, généralement, c'est plus travaillé. Donc, on a un welcome pack quand ils arrivent avec des petits goodies, des petits stickers. Avec des petites consos. Donc, si la personne a prépayé, je sais pas, pour ses copains, 20 verres d'avance, en fait, on a fait des petits jetons Animaux Bar en bois où, en gros, on lui met le nombre de jetons qu'elle a payé. Puis, si elle a réglé également un gâteau, nous, on travaille avec, on achète nos pâtisseries chez Yann Couvreur. Donc, voilà, on peut s'occuper de réserver un gâteau aussi pour les anniversaires. Tu vois, on essaye de faire un petit peu un service clé en main et ça c'est Fred qui s'occupe vraiment après de dealer avec le client, qui lui fait un devis et le client. Il y a du prépaiement sur les privatisations, vous demandez un acompte ? Ouais. Non, mais en fait, par exemple, si le devis est accepté, on travaille vraiment un peu comme avec une entreprise, c'est-à-dire que le client dit bah voilà, en l'occurrence moi j'ai privatisé ou même j'ai réservé cet espace. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'aimerais payer tant de conso pour mes amis. J'aimerais payer tel tapas. Et à ce moment-là, Fred fait le devis et c'est réglé soit par virement, soit le jour J en carte bleue. Et puis voilà. Donc ça vous arrive sur des privatisations de ne pas prendre d'acompte ou... Ah mais on n'en prend jamais en fait, puisque la privatisation elle va de pair avec un paiement, si tu veux, les 350 € par contre ils sont réglés en avance. Ah si, donc c'est ce que j'appelle un acompte. Ok. Oui. Ok. Parce que je me disais. Mais si tu veux c'est un acompte.
en fait, la personne paye pour un service dans laquelle c'est comme si elle prépayait ses cocktails. Je veux dire, ça. Mais c'est ce que, on considère dans la restauration, dans le commercial événementiel de restauration, on fait des acomptes. Il y a très rarement des frais de privatisation et autres, mais on fait payer un acompte sur les prestations sélectionnées et qui vont être consommées. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que pareil, il y en a plein qui se posent des questions sur comment c'est structuré, surtout cette partie-là. Donc, et le welcome kit, donc il y a, c'est des petits jetons, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un petit kit qu'on a fait avec une agence qui s'est occupée aussi de designer un peu faire la direction artistique de nos bouteilles cocktails, qui s'appelle Midi 15 que je salue d'ailleurs. En fait, on voulait pour justement se démarquer de la réservation simple à la privatisation, de se dire bah voilà, les gens qui privatisent, il leur faut quand même un accueil un peu plus perso parce que dès le départ, ils vont régler 350 €. Alors certes, ils ont des cocktails, des planches qui vont avec, mais c'est sympa de faire un petit accueil. Donc du coup, dans ce Welcome Kit, il y a une petite carte qui dit salut, bienvenue à toi, voilà entre guillemets quelles sont les règles. Tu peux venir avec autant de potes que tu veux. Les commandes, elles se font au bar. Tu vois, c'est assez détente, mais ça te dicte un peu toutes les règles. Donc, les commandes se font au bar. Ton espace, il est privatisable et il est qu'à toi. Donc, n'hésite pas à aller voir un barman si tu as une question ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un petit welcome pack assez sympa. Dedans, tu as les petits décalcomanies, loutre, renard, ours. Tu as les petits stickers. Enfin, tu vois, c'est des petits goodies, quoi. Non, mais c'est jamais vu. Voilà. Donc super. Voilà. Super. C'est bien noté dans ma tête. Voilà. Je pense que je te reposerai des questions là-dessus. Je t'en prie. Parce que ça me donne des idées. Du coup. Je reviens sur l'événementiel de façon plus large. Donc, il y a l'événementiel dans les bars qui est donc du groupe et de la private. Et puis après, il y a ces fameux bars mobiles. Sur ces bars mobiles que vous avez donc professionnalisés, structurés, aujourd'hui, vous répondez à quoi en termes d'activité? Est-ce que c'est simplement vous venez en tant que prestataire? Est-ce qu'on peut vous appeler en disant voilà, j'organise un événement, telle date, voilà mon brief et qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Aujourd'hui, on répond vraiment à un spectre assez large. J'aime vraiment à dire que notre maître mot, c'est d'essayer d'être le plus flexible et le plus réactif possible. En tout cas, c'est ce qu'on essaye avec Victor d'inculquer avec les gens avec lesquels on bosse, c'est-à-dire essayer de dire que quoi qu'il arrive, on va essayer de répondre de manière la plus objective et la plus franche et de dire voilà, nous on peut faire tel événement dans ces conditions et essayer d'être vraiment le plus à l'écoute du client. Sur la partie événementielle, on peut vraiment répondre à tout. Enfin, j'allais dire entre guillemets, mais non, on peut répondre à tout puisqu'on l'a prouvé. On a fait des événements allant de dîners très privés où tu as 10 convives à des événements où tu as 5000 personnes pour des prix épiques, où là on débarque avec 35 barman, des runners dans tous les sens, c'est le feu, à des événements très pointus comme des after show de Fashion Week ou même des événements très pointus dans le milieu de la mixologie. On a travaillé, on s'est occupé de toute la partie bar pour les 170 ans de la Maison Cointreau. Où là on travaillait avec des barman du monde entier, des événements aussi à l'international. On est allé faire des conventions pour Mini et BMW au Portugal. On a vraiment fait des événements de tout type. Et vous restez toujours sur votre cœur de métier ou... Alors nous, l'idée c'est vraiment de se dire on peut tout faire, c'est-à-dire que là tu vois, on a été contacté par une marque il y a peu de temps qui n'avait pas de lieu, pas de traiteur, donc l'idée c'était de lui proposer un brief clé en main. On peut le faire aussi, mais nous on est tout à fait franc. On peut s'occuper de toute la partie réservation de lieu, mais on travaille avec des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler sur d'autres points, c'est-à-dire la partie food. Nous on estime, et comme je te disais tout à l'heure, j'admire les restaurateurs,
C'est pas notre domaine de compétence. Voilà. On va aller voir des gens qui savent très bien faire ça et on va les inclure dans le devis. Voilà. Mais la food, par exemple, c'est pas notre domaine de compétence. La scénographie, pour un événement, on va aller chercher des gens qu'on connaît, avec lesquels on a déjà bossé sur des événements, qui vont s'occuper de cette partie-là. Et nous, on peut en effet gérer de manière un peu chef d'orchestre tout ça, comme une agence événementielle. Vous avez votre panel de prestataires et comme une agence, vous allez ensuite aller. Exactement, il y a ça, et puis il y a après. L'idée, c'est à chaque fois de faire l'événement le plus immersif possible. Et à côté de ça, il y a toute la partie catering, traiteur, cocktail, où là, pour le coup, l'idée, c'est de recréer un bar à cocktail, et encore une fois, le plus immersif possible. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on est, selon le brief, vraiment soit dans un speakeasy, soit dans un énorme bar d'envoi, mais toujours dans le cocktail, ouais. Cocktail, mixologie, spiritueux. Oui, il y aura toujours un aspect cocktail à l'événement. Ouais. Tout ça, c'est. Mais après, ce que je dis, tu vois, non, juste pour revenir sur la flexibilité, c'est que aussi on se frotte entre guillemets parfois à des demandes qui sont les mentalités, elles prennent du temps aussi à bouger et on le comprend si tu veux. Parfois, il y a nous, on se dit on recrée des bars à cocktails, mais t'as des gens qui disent non, moi je veux un service champagne au plateau hyper classique. On le fait aussi, tu vois. L'idée, c'est d'arriver à montrer que t'es modulable et plutôt que de dire non, nous on fait que du cocktail. Tu vois, t'as des gens, ils vont te dire nous on veut que du champagne et on veut, je te dis une bêtise, du gin tonic. Il y a pas de mixologie, il y a pas de travail, même si tu vois, il y a pas de travail de recherche et tout ça, de recettes et tout ça, mais entre guillemets. Il y a du service, quoi. Il ne faut pas oublier qu'on a un métier de service. Oui. Vous cantonnez pas que. Non. Voilà, vous avez pas, comment je pourrais dire, un ego sur. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas du. Tu sais. On peut faire nos cocktails, nos recettes, montrer non. D'ailleurs, tu sais, on n'a jamais été des grands fans du terme mixologie. Enfin, tu vois, t'as un côté. Faut pas oublier, on fait des cocktails, tu vois. De un, on est un métier de service. De deux, on fait des cocktails. On sauve pas des vies. On n'est pas à la pitié salpêtrière aux urgences, tu vois. Donc non, mais faut relativiser. Le but, c'est que ce soit professionnel et que on passe que l'événement soit réussi. Donc voilà, professionnel jusqu'au bout, quoi. Mais sans non plus faire des caisses, quoi. Exactement. Mais ce qui est un bon sens du service. Je pense. Oui. Du moins, c'est ce qu'on s'efforce. Je suis d'accord avec vous, en tout cas. Mais même, on le voit même dans la partie palace. Tu vois, quand Victor ou Lucas ou même on a plein d'amis qui travaillent dans des palaces. En fait, tu te rends compte que la clientèle palace, qui est une clientèle qui est assez spécifique, tu vois, un service très conventionnel, très classique, certes, elle va le recevoir partout, mais dès qu'il y a un petit truc de personnalisation, une petite touche ou un petit, ça va beaucoup plus s'accrocher, quoi. Ça va beaucoup c'est plus. Ce qui fait le succès des nouvelles marques hôtelières. Tu parlais de l'expérimental, c'est ce qui fait le succès de ces marques-là aussi, parce que complètement. Complètement. Je viens aussi comme Victor de ces maisons-là et c'est vrai qu'il y a un côté où je pense qu'on s'est enfermé dans des choses et qu'on a beaucoup de mal à en sortir, qu'il y a beaucoup de règles. C'est compliqué. Complètement. Mais c'est pas la même expérience et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, je te disais, moi, je me retrouve complètement dans le côté expérimental et tout ça. Enfin, il y a, tu vois, quand je vais au Grand Hôtel Pigalle, que les restaurateurs qui sont choisis, les collabs qui sont choisis, je trouve 1000 fois plus dans ça que dans un côté. De toute façon, j'ai pas les moyens d'aller dans un palace tous les jours, mais ni les moyens d'ailleurs d'aller notamment Frenchy là-haut. Mais c'est tous les jours. Mais en tout cas, mon ADN est plus comme ça. Ouais. Et je voulais te demander aussi, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pour toute cette partie, que ce soit côté bar, que ce soit côté bar mobile,
donc tes établissements et bars mobiles, toutes ces demandes entrantes d'événements, de groupes, etc. Est-ce que tout ça, c'est de la demande entrante, en direct, ou est-ce que vous avez d'autres canaux? Non, c'est principalement, c'est principalement de la demande entrante, mais quand tu dis d'autres canaux, par exemple, on travaille beaucoup avec les boîtes d'événementiel. Tu as beaucoup les boîtes d'événementiel qui nous consultent pour leurs clients. Ouais, les agences qui nous consultent. Ça, c'est pour le côté plus événementiel, bar mobile. Ouais. C'est ça. Oui, exactement. Mais non, c'est beaucoup d'entrants, et en fait, au fur et à mesure du temps, on a des clients qui, c'est assez récurrent. Tu vois, par exemple, on reçoit des demandes pour des marques on travaille beaucoup avec le LVMH Group. Oui. Et on reçoit des demandes de manière récurrente avec certaines marques avec qui on tient des relations, je vais pas dire privilégiées, mais c'est juste historique, du moins de notre partie, quoi, parce que depuis que on a lancé cette cellule d'événementiel, ils nous font confiance et on est super contents de voir que ça continue encore aujourd'hui. Et majoritairement, tu dirais que les gens passent par où? C'est autant votre site qu'un numéro de téléphone, peut-être que Lucas a une ligne directe et son adresse. Exactement. Non, tu peux tout avoir sur notre site internet. Sur notre site internet, tu peux tout trouver. Tu as vraiment une partie événementielle. En termes de trafic, par où ça passe pour vous majoritairement? La partie événementielle? Les deux, groupe, demande de réservation de groupe. Oui, ça passe sur le site, mais ça passe aussi par le bouche à oreille, tu vois, par les gens qui se repassent le mot, qui se disent, mais les gens vont vous contacter via le site, majoritairement. Soit via le site, soit sur nos téléphones, soit par Ok. Non, je demande parce que, comme je disais, vos sites sont équipés de formulaires de réservation et c'est pareil, ça c'est des messages qui sont assez, des discussions qu'on a beaucoup avec les bars, en leur expliquant que s'il n'y a pas un moyen facile de les contacter en ligne, ils se privent aussi d'une partie de leur trafic et que généralement, dès qu'ils les mettent en place, en fait, ça devient un peu le canal numéro 1, et après il y a évidemment toujours des messages et du téléphone, mais il y a quand même un gros flux qui passe par là, et je me demandais pour vous qui avez tout votre flux en direct, si c'était... Non, on reçoit pas mal de trucs en ligne aussi. Ça confirme mes dires comme ça. Non, c'est vrai, on reçoit pas mal de trucs en ligne. Je m'apporte de la crédibilité, merci Enguerrand. Non, mais c'est vrai, on reçoit pas mal de trucs en ligne, mais après c'est vrai que T'as aussi beaucoup, dans le milieu de l'événementiel, les gens soit changent de boîte, soit se connaissent, soit. Oui, sur l'événementiel, c'est encore. Surtout quand sur le B2B, les agences. Après, il y a beaucoup de. Oui, et puis il suffit. Mail parce qu'on crée des liens. Exactement. Je vois ce que tu veux dire, mais en tout cas sur la réservation, il y a pas mal de sites web. Je continue parce que alors vous êtes diversifié pas que sur ça. Vous avez aussi une branche plus consulting. Alors il y a de la formation au cocktail, où vous pouvez créer des cartes de cocktail, mais où vous faites aussi de la création de produits, des campagnes de communication. Alors là, j'ai trouvé ça assez surprenant parce que on part encore dans un autre métier, et je me suis dit pareil, encore un virage pour vous parce que vous avez certainement dû absorber de nouvelles choses. Ça c'est en fait l'idée est vraiment née de la demande, c'est-à-dire que on a fait quelques rendez-vous avec des marques d'alcool, des personnalités du milieu, et on s'est rendu compte en fait que maintenant ça faisait 8 ans qu'on était dans ce milieu-là, que comme tu le dis, on avait réussi à se créer une plateforme de marque qui était ce qu'elle était, mais qui fonctionnait quand même correctement, et qu'on avait quand même des bons retours, et en fait on s'est rendu compte que quand on échangeait lors de conversations avec que ce soit des marques de spiritueux ou d'autres personnes, et les inputs
était pris en considération, tu vois. Donc on s'est dit pourquoi pas en fait s'épauler, s'équiper et puis voilà, travailler sur des plans et proposer un peu notre vision et notre œil à certaines marques ou à certains hôtels ou à certains, voilà. Il y a pas mal en effet, on touche un peu à tout. L'idée c'était vraiment de se dire voilà, nous le milieu du bar de entre guillemets la mixologie, parce que comme je te dis encore une fois, je suis pas un grand fan de ce terme, mais c'est comme ça qu'on dit. Donc, de la mixologie, de l'hôtellerie-restauration, parce que de par les études, je pense à Victor qui a fait Glion, son école hôtelière en Suisse, avec Lucas, qui sont passés par la chaîne Four Seasons, par le Connaught, par le Mandarin Oriental, tu vois, par des gens avec lesquels on travaille au quotidien, qui sont passés par des super bars à cocktails très réputés. Je pense qu'on a un vrai savoir-faire, une vraie connaissance du milieu, et en tout cas certaines marques viennent nous voir en nous demandant de réfléchir ensemble à comment, parfois c'est des activations ou parfois c'est d'autres choses, mais comment essayer d'avoir en tout cas notre œil et notre avis sur certaines idées, quoi. C'est top. Et vous aimez cette partie-là? C'est quelque chose c'est né aussi parce que on reçoit une demande, je vois bien que vous fonctionnez à l'opportunité, si j'ai bien compris. En fait, dès que vous recevez une demande hors de votre scope, vous étudiez un peu le truc en vous disant exactement. Ça peut être sympa. Non, mais tu vois, en fait, c'est aussi de se dire, en fait, si tu as une demande, puis 2, puis 3, c'est que finalement, en fait, indirectement, si on te demande ton avis, c'est qu'on te considère comme légitime. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile à te dire est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas, et puis tu peux vite passer pour le mec qui a la grosse tête, à dire ci, à dire ça. Mais en fait, quand tu as 1, 2, 3, 4, 5 demandes, en fait non, on te demande ton avis, on te demande tes conseils, on te demande tiens, qu'est-ce que vous feriez si vous faisiez ça, si ça, ça. Donc il y a un moment, tu te dis ok, on va se mettre là-dedans. Et c'est vrai que alors que ce soit pour le lancement de cartes ou pour des activations ou des campagnes d'image ou de com plus réfléchies ou des plans d'action plus longs, c'est vrai que c'est des choses qui sont passionnantes parce que c'est des domaines de compétences qui sont les nôtres, qui sont faire un peu de notre expérience du spiritueux derrière un cocktail bar et de le mettre un peu au service des marques. Ouais. Et ça, c'est top. Et puis c'est un peu infini, c'est très créatif. C'est très créatif, et puis ça nous demande d'être vraiment, comme je te dis, tu vois, je te disais tout à l'heure, il n'y a jamais rien nous, on considère que rien n'est gagné, il faut toujours regarder ce qui se passe à droite, à gauche, toujours être sur le qui, et cette activité-là de consulting, elle demande encore plus d'être sur le qui-vive, parce qu'il faut vraiment essayer de vraiment regarder à droite, à gauche, tactique, qui se passe ça ici. Ah tiens, ça c'est pas mal comme idée. Si on s'inspirait de ça, puis de ça, puis de ça, pour essayer de donner un truc, ou tu vois, faut vraiment être essayer d'être le plus pointu possible, quoi. Au taquet, comme tu dis. Et est-ce que vous trouvez avec Victor que toutes ces diversifications ça nourrit les activités? Il y a un peu un cercle vertueux entre tout ça. Complètement. Et d'ailleurs, c'est même l'idée. L'idée, c'est d'avoir en effet, entre guillemets, un cercle vertueux entre toutes ces activités. Et c'est surtout de se dire, nous, notre scope, c'est le bar, les spiritueux, les cocktails. On est, entre guillemets, j'allais dire monoproduit, mais si tu veux, on a un domaine de compétences qui est celui-ci. Dans la food, exactement, dans la food, j'irais peut-être t'orienter vers d'autres personnes, mais nous, on est dans cette niche.
L'idée, c'est de se dire, bon, ben voilà, demain, t'as une interrogation là-dessus, et ben, viens nous voir. Et que ce soit dans n'importe quel domaine, tu vois. Je dis, t'as envie de faire, tu vois, on a eu une demande, là, j'ai échangé avec un mec qui a une boîte, qui voulait faire des cadeaux clients de 250 box, pour ses clients. Bah voilà, on va peut-être faire réfléchir avec lui sur 250 box cocktails, sur sa boîte, comment on pourrait faire ça, ou ça peut être aussi bien ça. Donc derrière, créer une masterclass, un atelier où là Frédéric, le directeur des opérations, pourrait s'en occuper, ou même Lucas, et en fait à chaque fois, bah, ça fait du trafic. Donc que ce soit sur la partie consulting, sur la partie cocktail bar, sur la partie événementielle. Voilà, l'idée c'est de rester toujours dans ce monde que nous on maîtrise, qui est le spiritueux, la mixologie et le bar, le cocktail, de manière le plus présente. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de citer que vous aviez aussi lancé les cocktails en bouteille. Alors moi, je les ai vus partout sur les stories de mes amis parisiens, sur Insta pendant les confinements. Ouais, on a lancé ça pendant le confinement. Mais c'est ça, hein, ça n'existait pas avant, ça a été lancé pendant... Ça n'existait pas, c'était une idée à laquelle on pensait, et on n'a jamais eu le temps de se poser là-dessus, et cette maudite période nous a permis de faire ça au moins. Mais ça continue. Et écoute, c'est un projet qui prend, qui prend de l'ampleur, et qui, je peux pas trop tout dire, mais on continue à bien travailler sur le projet en tout cas. C'est pas grave, ça fera d'autres interviews environ. Ça fera d'autres trucs. Mais oui, non, on continue. D'ailleurs, n'importe quel client peut aller dans un des bars, récupérer sa bouteille cocktail, ses glaçons, sa fiche explicative, ses garnishes. L'idée, c'est d'avoir des trucs le plus clés en main possible. Top. Et vous avez un jean aussi? On a un jean. Alors ça, c'est vraiment, tu vois, c'était vraiment un projet qu'on a fait avec nos copains de Bacaé, Julien et Bastien, que j'embrasse. Et avec Victor, Lucas, Fred, on voulait faire une petite édition de 50 bouteilles de gin, et on voulait vraiment le gin le plus simple possible, avec vraiment peu de comment dire, d'arômes, et quand je dis d'arômes, d'ingrédients distillés, pour éviter de se perdre. Et on voulait un gin qui nous ressemble. Nous, on est provençaux. On voulait un truc qui nous ressemble, donc on a ajouté des écorces de pamplemousse et de la sauge fraîche. Et en fait, c'est hyper frais, hyper direct, c'est hyper bon, hyper facile à boire, et ça marche. Et puis ça répond à ce que vous faites sur le conseil. Donc vous avez aussi une expérience de marque. C'est marrant. Il y a beaucoup de... Tout est lié, quoi. Là pour te dire, les 50 bouteilles, on les a fait... en fait, on les a toutes vendues. On a fait un post, une story, les 50 bouteilles étaient parties. Donc, pour te dire, ça fait partie de ma to-do list de rentrée. Il faut qu'on en refasse produire d'autres. Et voilà, après, l'idée, c'est de le laisser... Et comment vous structurez au niveau... Parce que, alors, pareil, ça, c'est aussi une grande discussion avec mes bars. Structurer son siège. Alors vous, en plus, vous avez plein d'activités. Mais déjà, sur le bar, est-ce que vous avez un siège vraiment? Parce qu'il y a les directeurs de chaque établissement, j'imagine. Tu parles beaucoup de Frédéric, qui est le directeur d'exploitation. Nous, on fonctionne de la manière suivante. On a un siège social, des bureaux qui sont basés rue Lafayette, au 33, dans un open space chez WeWork. Si vous voulez un autographe, vous savez où aller. Si vous voulez surtout boire un café. Et du coup, nous, on est là-bas. Lucas, lui, qui s'occupe de toute la partie événementielle, et au bureau quand il n'a pas d'événement, ou alors on a aussi un stock en 10e, dans lequel on a de quoi préparer tous nos événements. On a Fred, qui est donc le directeur d'exploitation et opération d'Animo Bar, qui lui s'occupe vraiment de faire le lien entre chaque bar, chaque responsable de chaque bar, et nous. Et après, au sein de chaque bar, il y a un directeur de bar, un second, et barman, barmaid, dans chacun des établissements.
Et quoi d'autre? Et on va avoir quelqu'un à la com normalement. Et je souligne pour les réservations, parce que évidemment c'est ce qui est souvent en ligne de mire, c'est Frédéric qui va faire en sorte qu'il y ait une synergie du bon sens sur les réservations pour les 3 bars. Et c'est Lucas qui s'occupe de toute la partie événementielle, qui est encore un autre aspect. Exactement. Tous les gens se retrouvent sur LinkedIn de toute façon. Même sur tout à fait. Mais nous mettrons les liens en plus, parce que j'ai noté les prénoms de tout le monde comme ça. Voilà. pour Fololo. Personne citée. Il y aura tout. Des projets au-delà des ouvertures peut-être parisiennes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir maintenant sur la partie bouteille cocktail, il y a des projets qui arrivent. Et puis écoute, non, là déjà on est quand même pas mal occupé. Déjà faire toujours étendre nos animaux, donc avoir d'autres bars. C'est déjà pas mal de taf. En effet, sur la partie bouteille cocktail, continuer à se développer, et sur la partie événementielle aussi. Toujours rester dans ce milieu du spiritueux, et puis du bar et de la mixologie, et puis voilà. Et j'ai une dernière question. Rien à voir. Pourquoi des animaux? Eh ben, écoute, c'est une question qui revient souvent. Je vais être très franc. Quand on a ouvert l'Ours, on pensait pas qu'on en serait là aujourd'hui, sans dire qu'on a révolutionné la roue. Mais on est pas du tout parti dans le principe qu'on aurait 3 bars, cette partie événementielle, cette partie consulting, cette partie bouteille cocktail. Et au début, on s'est dit, tiens, l'Ours. On cherchait un nom d'animal pour le premier. Et on était tous les deux d'accord sur l'ours. C'était vraiment un animal qui nous plaisait. Et en fait, quand on a vu que ça marchait, on s'est dit, tiens, et si on se disait que le prochain bar, si on en ouvrait un, ce serait un autre animal. Et puis voilà. C'est génial. Et puis on verra où ça nous amène. On est déjà très heureux comme ça. Écoutez, j'espère que très loin, et que tout va reprendre, on va dire, la vie va reprendre son cours aussi pour le coup des établissements. Écoute, on a fait, si ça continue comme ce qu'on a fait au mois de septembre, c'est top. Super. Je pense que tout le monde a bien bossé au mois de septembre. On n'est pas les seuls. Je pense que ça va bien, mais il y en a qui ont toujours un peu peur, parce que ça a quand même été des périodes difficiles. Mais c'est des périodes difficiles. Je pense que de se dire entre professionnels que ça va, ça se maintient, qu'il continue à y avoir du flux. Nous, on le voit, je vous rassure, dans Booking Check, on a la chance de voir toutes les réservations des bars et des lieux événementiels, et les calendriers sont bien remplis. Ouais, donc, voilà, c'est des bons indicateurs. Merci Enguerrand d'être venu. Mais je t'en prie, merci à toi Clémence. Nous raconter tout ça. C'était très cool. C'était top, tu nous as apporté plein de connaissances. J'espère que ça va être plein d'inspiration, de pistes de réflexion pour nos amis bars et autres, parce qu'il y a quand même cool. Que les gens n'hésitent pas, s'il y a des gens qui se posent des questions, qu'ils n'hésitent pas à t'envoyer un message, ou tu les rediriges vers moi, ou qu'ils n'hésitent pas sur LinkedIn ou sur Facebook. Je mettrai tes réseaux et évidemment les sites web où il y a des formulaires de contact. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et merci, puis à très vite pour la suite des aventures. Et puis on se tient au courant, carrément. Avec plaisir. Allez. Au revoir. Ciao.